Cette histoire se déroule dans l'immense et fascinant État de Floride, situé aux États-Unis. Cet endroit, bien connu pour ses plages dorées et son soleil omniprésent, est souvent surnommé l'État du Soleil. La Floride est célèbre pour sa faune. Cependant, comme dans tout paradis, il y a des dangers cachés. Cela, Clyde Millet l'apprendra à ses dépens lorsqu'il se retrouvera, sans défense, face aux redoutables mâchoires d'un grand requin blanc affamé. Pour vous donner un peu de contexte, Clyde avait été sélectionné pour participer à un cours de plongée sous-marine gratuit, une récompense qui l'avait ravi. Ce cours devait avoir lieu au large des côtes de Jacksonville, une ville qu'il connaissait bien, étant donné qu'il y avait grandi. À cette époque, Clyde n'était encore qu'un adolescent. Et bien que jeune, il se sentait assez en confiance dans l'eau. Le cours, prévu 2 semaines après l'annonce, laissait toutefois à Clyde le temps de voir son excitation initiale se transformer en nervosité. Le jour de la plongée, Clyde se trouvait seul dans sa chambre, plongé dans ses pensées. L'idée d'annuler sa participation lui traversait l'esprit. Il se sentait envahi par une vague d'angoisse et une multitude de questions et de scénarios improbables tournaient en boucle dans sa tête. Finalement, c'est sa mère, Teresa, qui le persuada de ne pas renoncer. Elle insista sur le fait que c'était une occasion rare de vivre quelque chose de nouveau et potentiellement merveilleux. Alors, Clyde prit une grande inspiration, rassembla son courage et ses affaires, puis se hâta en direction de la plage, sachant pertinemment qu'il était déjà en retard. Il découvrit un groupe de 6 personnes debout à côté d'un immense bateau. Ils discutaient entre eux, mais leur attention se détourna vers Clyde lorsque l'un des instructeurs, visiblement amusé, leva les bras en l'air et s'exclama avec un sourire chaleureux « Ah, le voilà enfin !» L'un des instructeurs lui donna une tape amicale sur le dos, lui demandant en plaisantant s'il était en retard à cause du trac. Clyde, un peu embarrassé, acquiesça timidement. L'instructeur charismatique, dans un geste rassurant, lui répondit que tout se passerait bien et, pour prouver ses dires, il annonça que Clyde serait le premier à plonger ce jour-là. Parmi eux, il y avait une femme d'âge moyen, infirmière dans un hôpital local, un étudiant en lettres et un comptable de Jacksonville. Tous étaient ravis à l'idée de plonger et d'explorer les profondeurs marines et ils firent tout leur possible pour mettre Clyde à l'aise en engageant la conversation avec lui. Petit à petit, il se détendit, profitant de l'atmosphère amicale du groupe et l'idée de plonger devint de plus en plus enthousiasmante. Il fallut environ 15 minutes pour atteindre leur point de plongée. Une fois arrivé, tout le monde enfila rapidement son équipement de plongée. Clyde, quelque peu hésitant face à l'installation du matériel, mit un certain temps à comprendre comment ajuster correctement sa combinaison. Heureusement, un des instructeurs l'aida à enfiler son réservoir d'air et son respirateur. Il lui expliqua ensuite le déroulement de la plongée et les gestes à suivre une fois dans l'eau. Clyde hocha la tête, nerveux mais confiant. Et avec un dernier regard vers l'horizon, il se laissa tomber en arrière dans l'océan, immédiatement suivi par son instructeur. Dès qu'il fut immergé, Clyde ouvrit les yeux et fut instantanément frappé par la beauté du paysage sous-marin qui s'offrait à lui. Jamais il n'avait vu un bleu aussi profond et envoûtant. Sous ses pieds, il n'y avait qu'un vaste abîme, un vide vertigineux, avec quelques indices d'un récif corallien très éloigné et de végétation marine bien au-delà de sa vision. Il sursauta légèrement lorsqu'une main se posa sur son épaule, mais fut rapidement soulagé en voyant le visage souriant de son instructeur à travers le masque de plongée. Celui-ci lui fit signe de suivre une direction et tous deux commencèrent à nager pour observer de plus près la vie marine. Pendant ce temps, l'autre instructeur s'occupait des autres participants. À mesure qu'il progressait dans les eaux, la visibilité s'améliorait et Clyde pouvait enfin admirer la riche diversité des poissons et autres créatures marines qui peuplaient cet univers fascinant. Il décrirait plus tard ce moment comme étant à la hauteur de tout ce qu'il avait toujours imaginé lorsqu'il pensait à l'océan. Pendant plusieurs minutes, ils nagèrent calmement, profitant de la vue, tandis que l'instructeur observait Clyde avec un sourire complice, comme pour lui dire « Je te l'avais bien dit, tu n'as rien à craindre ». Plus le temps passait, plus Clyde se sentait libre dans cet élément aquatique. En confiance, il se mit à plonger plus profondément dans les profondeurs marines, suivi de près par son instructeur qui veillait sur lui. Cependant, une étrange sensation commença à envahir Clyde, un malaise indéfinissable comme s'il était observé. Il ne parvenait pas à expliquer ce sentiment, mais il était bien réel. Se retournant vers son instructeur, Clyde lui fit signe qu'il souhaitait remonter à la surface. Ce dernier lui répondit par un pouce levé enthousiaste. Pourtant, un pressentiment poussa Clyde à jeter un dernier regard vers les profondeurs. Là, dans la pénombre des eaux, une silhouette massive émergeait des algues. Un immense requin s'avançait droit vers eux. Pris de panique, il se mit à battre des pieds, percutant accidentellement son instructeur avant de pointer la créature du doigt, les yeux écarquillés par la peur. Comprenant immédiatement la gravité de la situation, l'instructeur attrapa fermement Clyde par le bras et ils commencèrent à nager de toute leur force vers la surface. Clyde n'osa plus regarder en arrière, mais il sentit soudain l'eau se déformer autour de lui.
Le requin les avait rattrapés. En un instant, ses mâchoires puissantes se refermèrent sur la jambe de Clyde. La douleur fut fulgurante et dans un réflexe, Clyde laissa échapper son respirateur en tentant de crier. Son masque de plongée se desserra sous l'effet de sa grimace, rendant sa vision floue et obscure. Mais cette douleur intense s'estompa rapidement car le requin lâcha prise, comme le font souvent ses prédateurs, avant d'enchaîner une nouvelle morsure. L'instructeur rattrapa Clyde au moment où le requin relâcha son emprise et ils nagèrent vers la surface, laissant dans leur sillage une traînée de sang. Le bateau apparaissait enfin de plus en plus proche. Clyde et son instructeur atteignirent la surface et Clyde prit une bouffée d'air mêlée d'eau salée, toussant violemment en attrapant la main tendue de l'autre instructeur qui avait déjà fait remonter le reste du groupe à bord. Clyde s'effondra sur le pont du bateau, hurlant de douleur alors que les os brisés de sa jambe bougeaient sous sa peau. L'infirmière, en état de choc, s'empressa d'utiliser la trousse de premier secours à bord pour tenter d'arrêter l'hémorragie, mais la situation restait critique. Pendant ce temps, l'instructeur qui l'avait sauvé réussit à remonter sur le bateau, à peine à temps avant que le requin ne fasse une nouvelle apparition à la surface. Le trajet vers la terre ferme sembla durer une éternité, mais finalement, le bateau atteignit le port. À leur arrivée, une ambulance attendait déjà sur le quai, alertée par un appel d'urgence fait depuis le bateau. Clyde fut rapidement transporté à l'hôpital, où une équipe médicale prit en charge ses blessures graves. Une opération d'urgence s'ensuivit pour sauver sa jambe. Sa rééducation fut longue, mais il ne perdit jamais espoir de retrouver une vie normale. Contre toute attente, Clyde ne garda aucune rancune envers ses instructeurs. Peu après sa sortie de l'hôpital, il prit contact avec eux pour les rassurer et leur dire qu'il ne leur en voulait pas. Ce passionné d'aventure avait désormais une nouvelle vocation. Pour sa prochaine plongée, une combinaison en côte de maille serait un ajout indispensable à son équipement. Dante et Marshall Reed sont deux pêcheurs sous-marins licenciés en Australie, spécialisés dans la pêche au harpon. Ils aiment souvent pratiquer cette activité ensemble, à la fois pour se détendre et pour attraper des poissons qu'ils grillent parfois lors de leurs soirées. Bien qu'ils soient encore jeunes, leur passion pour la pêche sous-marine ne cesse de croître et ils cherchent chaque occasion pour aller plonger. Cette activité, selon eux, est non seulement relaxante, mais aussi un excellent moyen de se ressourcer loin du quotidien. Aujourd'hui, ils ont décidé de se rendre dans l'un de leurs spots préférés pour pratiquer la pêche au harpon. Après avoir embarqué dans leur hors-bord, ils se dirigent vers leur lieu de plongée, excités à l'idée de cette nouvelle expédition. Une fois arrivés, ils commencent à préparer méticuleusement leur équipement. Combinaison de plongée, fusil harpon, couteau de plongée et bouée de flottaison, rien n'est laissé au hasard. Dante, plein d'enthousiasme, se porte volontaire pour être le premier à plonger. Il adore attraper des poissons perroquets et cela se voit dans son impatience à enfiler son équipement. Une fois prêt, armé de son fusil harpon, il plonge dans l'eau d'un geste assuré, prêt à commencer sa pêche. Chaque fois qu'il est sous l'eau, Dante est émerveillé par la beauté des récifs coralliens et des poissons colorés qui nagent autour de lui, ce qui alimente sa passion inébranlable pour la pêche sous-marine. Au bout de quelques minutes seulement, Dante repère un poisson perroquet. Sans hésiter, il vise soigneusement avec son fusil harpon et tire, atteignant parfaitement sa cible en pleine tête. Satisfait, il nage jusqu'au poisson pour le récupérer. Reed et Marshall, restés sur le bateau, ne peuvent s'empêcher d'être impressionnés. Dante a un don pour repérer rapidement les poissons lorsqu'ils pêchent ensemble et ce jour-là ne fait pas exception. Dante recharge son fusil harpon et replonge sans perdre de temps. Minute après minute, il continue à attraper des poissons, impressionnant ses amis par son efficacité. Lorsque sa bouée commence à se remplir de poissons, il décide de remonter sur le bateau pour laisser sa place à Marshall. Tout comme Dante, Marshall est un expert dans l'art de la pêche au harpon. Il se fixe souvent pour objectif de capturer les plus gros poissons, remplissant ainsi rapidement sa bouée. En quelques minutes, il a déjà terminé, laissant place à Reed, qui, à son tour, se prépare à plonger. Reed est tout aussi talentueux dans ce domaine et il ne lui faut pas longtemps avant que sa bouée soit elle aussi pleine de poissons. Cependant, juste avant de conclure leur journée de pêche, il annonce à ses amis qu'il va faire une dernière plongée pour tenter d'attraper un poisson qu'il a repéré un peu plus tôt. Quelques minutes passent et Dante et Marshall commencent à s'inquiéter de l'absence prolongée de Reed. Leur inquiétude grandit jusqu'au moment où Reed émerge soudainement de l'eau, le bras ensanglanté. Reed, paniqué, hurle à ses amis qu'un requin l'a attaqué. Son bras est couvert de sang, le résultat d'une morsure profonde. Il crie qu'il doit recharger son fusil rapidement. Avant même qu'ils aient eu le temps de réagir, un énorme grand requin blanc surgit de l'eau, bondissant sur Reed et l'entraînant sous les vagues dans une attaque fulgurante. Sans perdre une seconde, Dante et Marshall rechargent leur fusil harpon et plongent à leur tour dans l'eau pour tenter de sauver leur ami. Sous l'eau, ils aperçoivent Reed,
coincé dans les mâchoires du requin qui le mord violemment au niveau du torse. Reed lutte désespérément, tentant de frapper le requin, tout en hurlant de douleur, ses cris étant étouffés par l'eau qui l'entoure. Dante, le regard fixé sur la scène, prend rapidement pour cible le ventre du requin et tire avec son fusil harpon. Le tir atteint sa cible, mais au lieu de relâcher sa prise, le requin devient encore plus agressif, secouant violemment le corps de Reed dans l'eau. Marshall, déterminé, prend alors son fusil et vise à son tour le ventre du requin. Son tir réussit à toucher le prédateur et cette fois, le requin lâche prise immédiatement. Dante et Marshall nagent aussi vite qu'ils le peuvent vers Reed, dont le corps semble sans vie. Ils le soulèvent hors de l'eau et le hissent dans le bateau, où Reed perd connaissance presque instantanément. Une fois arrivé sur la terre ferme, Reed est transporté d'urgence à l'hôpital le plus proche. Ses blessures sont si graves qu'il restera handicapé pendant un certain temps et nécessitera une longue rééducation avant de pouvoir retrouver une vie normale. Après cet incident, les autorités locales prennent des mesures pour interdire temporairement la pêche au harpon dans la zone où Reed a été attaqué, espérant ainsi éviter d'autres incidents similaires à l'avenir et réduire l'agressivité des requins dans cette région. Notre prochaine histoire nous emmène sur les plages ensoleillées de Boa Viagem au Brésil. C'est ici que Natasha Volkov, une touriste russe de 28 ans, a choisi de passer des vacances bien méritées au cours de l'été 1998. Elle était accompagnée de son petit ami Ilya, un soudeur de profession, avec qui elle formait un couple depuis quelque temps déjà. Ils s'étaient rencontrés de manière plutôt inattendue, lorsqu'Ilya avait accompagné un ami à l'hôpital après que celui-ci se soit grièvement brûlé en manipulant du matériel de soudure. Alors que son ami était pris en charge par les médecins, Ilya et Natasha avaient commencé à discuter. Ce qui n'était d'abord qu'une simple conversation s'était rapidement transformé en quelque chose de plus profond. Et de fil en aiguille, ils avaient entamé une relation amoureuse. Pour les 4 premiers jours de leur semaine de vacances, la pluie ne cessait de tomber, parfois avec une telle intensité que sortir de leur logement devenait presque impossible. Le ciel gris et les averses continuelles rendaient la plage impraticable et gâchaient un peu leurs plans initiaux. Pourtant, comme souvent dans les climats tropicaux, la situation finit par s'améliorer soudainement. Dès le 5e jour, le soleil fit une réapparition éclatante, inondant la ville de sa chaleur intense, et le ciel dégagé promettait des journées magnifiques pour la fin de leur séjour. Natasha, folle de joie à l'idée de finalement pouvoir profiter de la plage, partageait cet enthousiasme avec Ilya. Le jour tant attendu arriva enfin. Dès qu'ils atteignirent la plage, Natasha remarqua un vendeur ambulant qui proposait des matelas flottants. Cela semblait être l'idée parfaite pour passer la journée à lézarder sur l'eau. Elle s'empressa d'en acheter un, déterminée à profiter au maximum de cette dernière opportunité de se détendre. En entrant dans l'eau, Natasha sentit la fraîcheur saisissante de l'océan contre sa peau, rappelant que même sous ce soleil éclatant, la matinée restait encore jeune. Il était environ 9 heures et le couple avait pris soin de venir tôt pour profiter au maximum de cette journée ensoleillée. Au fil des minutes, elle finit par s'assoupir. Ce n'est qu'un bon moment plus tard qu'elle rouvrit les yeux, légèrement désorientée par les jeux de lumière du soleil sur l'eau. Elle réalisa qu'elle avait dérivé loin du rivage. Prenant cela comme une nouvelle occasion de se détendre, elle commença à pagayer, profitant une fois de plus de la douce chaleur du soleil sur son dos. Cependant, ce moment de calme fut rapidement interrompu. Sans le savoir, Natasha était devenue la cible d'un chasseur silencieux. Il faut savoir que la plupart des requins, lorsqu'ils sont en mode chasse, ont une vision extrêmement affûtée et sont capables de repérer des formes à la surface de l'eau. Une silhouette flottante peut facilement être prise pour une proie, comme un phoque ou une tortue. Et malheureusement, ce jour-là, Natasha, allongée sur son matelas, ressemblait à tout ce qu'un prédateur pourrait convoiter. Alors qu'elle s'approchait à moins de 100 mètres de la plage, elle remarqua soudain un mouvement étrange sous son matelas. Son cœur s'emballa et, prise d'une inquiétude croissante, elle tenta de pagayer plus vite. Quelques instants plus tard, Natasha sentit une violente secousse sous son ventre. Une force invisible l'avait soulevée d'environ 30 cm hors de l'eau, la projetant dans les airs. Le matelas qu'elle avait acheté quelques heures plus tôt venait d'être percé et il se dégonflait à une vitesse alarmante. Affolée, elle regarda vers la plage où les autres vacanciers, inconscients du drame qui se jouait, continuaient à profiter de leur journée. Elle vit le requin bulldog passer à toute allure sous elle, puis s'éloigner un peu. Terrifiée, Natasha se mit à hurler de toutes ses forces, tout en nageant vers la côte avec l'énergie du désespoir. Finalement, quelques personnes la remarquèrent et l'indiquèrent au sauveteur qui se trouvait sur la plage. Immédiatement, celui-ci plongea dans l'eau et se mit à nager dans sa direction à toute vitesse. À ce moment-là, Natasha était encore à environ 70 mètres du rivage, mais sa progression fut brusquement interrompue par une douleur lancinante sur son flanc droit.
L'odeur du sang dans l'eau ne fit qu'exacerber l'instinct prédateur du requin. En l'espace de quelques secondes, Natacha sentit les terribles mâchoires de l'animal se refermer sur sa cuisse, juste au-dessus du genou. Le prédateur l'entraîna sous l'eau, secouant son corps avec une force brutale. Elle tenta désespérément de repousser le requin, mais il ne relâchait pas son emprise. Ses efforts pour griffer les yeux du requin ne firent que lui faire saigner les mains davantage, rendant la situation encore plus critique. Finalement, dans un dernier acte de désespoir, Natacha saisit les branchies du requin et tira aussi fort qu'elle le pouvait. C'est ce geste qui permit au prédateur de lâcher prise. Le requin, après une ultime secousse, s'éloigna en glissant sur son ventre, laissant une nouvelle plaie béante et une Natacha plus affaiblie que jamais. À ce moment-là, le sauveteur était enfin arrivé à sa hauteur. Il la saisit fermement et la ramena à la surface. Natacha, haletante, parvint à reprendre son souffle, mais la douleur et la terreur la submergeaient. Le sauveteur la maintint près de lui répétant de se calmer, et commença à la ramener vers la plage aussi vite que possible. Il savait que chaque seconde comptait et que le requin pouvait revenir à tout moment. En quelques minutes, ils atteignirent la terre ferme. Mais Natacha, affaiblie par la perte de sang, commençait à perdre connaissance. Le sauveteur l'allongea délicatement sur le sable et évalua rapidement l'étendue de ses blessures. Il conclut qu'elle nécessitait des soins médicaux d'urgence et heureusement, un passant avait déjà appelé une ambulance en voyant la gravité de la situation. Au loin, on pouvait entendre les sirènes se rapprocher. C'est à ce moment précis qu'Ilia, qui revenait à leur emplacement sur la plage après s'être éloigné un moment, entendit le tumulte. L'ambulance arriva rapidement, à peine quelques minutes après que l'alerte ait été donnée. Ilia monta dans l'ambulance avec elle, refusant de la laisser seule dans cet état. En chemin vers l'hôpital le plus proche, Natacha s'évanouissait par moments, trop affaiblie par la douleur et la perte de sang pour rester consciente. À l'hôpital, les médecins se mirent immédiatement à l'œuvre pour stabiliser Natacha. Ses blessures étaient graves, mais grâce à l'intervention rapide des sauveteurs et à la prise en charge médicale efficace, elle put être sauvée. Après plusieurs heures de soins intensifs, les médecins parvinrent à contrôler l'hémorragie et à traiter les profondes entailles laissées par le requin. Natacha passa la nuit en observation, sous la surveillance constante des infirmières, tandis qu'Ilia, épuisée mais déterminée, veillait à ses côtés sans jamais la quitter des yeux. Les jours suivants furent difficiles, mais Natacha se montra incroyablement résiliente. Son corps commença lentement à guérir, bien qu'il fût évident que les cicatrices laissées par cette attaque seraient autant physiques que psychologiques. Ilia, toujours aussi présent, s'excusa à plusieurs reprises de ne pas avoir pu la protéger ce jour-là. Les meilleurs amis, Ellie et Ayla, avaient décidé de partir en voyage à Hawaï pour leurs vacances d'été. Ils partageaient une passion commune. Ils adoraient se rendre sur les plages et faire du snorkeling. Leur amour pour la découverte des animaux aquatiques ne cessait de grandir, et ils prenaient toujours plaisir à documenter chacune de leurs aventures sous-marines à chaque fois qu'ils plongeaient ensemble. Cette année-là, ils avaient décidé de s'envoler pour Hawaï et d'explorer les magnifiques plages d'Oahu, un endroit réputé pour ses récifs coralliens et ses nombreuses espèces de poissons. Cependant, cette fois-ci, ils voulaient tenter quelque chose de nouveau, quelque chose de bien plus excitant et audacieux, plonger en apnée avec des requins. Il ne s'agissait plus simplement de se protéger derrière des barreaux, mais bien de nager en toute liberté aux côtés de ces impressionnants prédateurs des océans. Au début, Ayla hésitait. L'idée de nager sans protection au milieu des requins la rendait nerveuse, mais Ellie, toujours l'aventurier, l'encouragea à repousser ses limites et à affronter ses peurs. Lorsqu'ils arrivèrent enfin sur la plage d'Oahu, ils furent accueillis par la gentillesse des habitants locaux et par le personnel, mais ce qui attira véritablement leur attention, c'était la vue spectaculaire des eaux cristallines et des plages de sable blanc qui semblaient s'étendre à l'infini. Cette beauté naturelle ne fit qu'accroître leur excitation pour l'aventure aquatique qui les attendait sous la surface. C'est également sur cette plage qu'ils firent la connaissance de Calais, un instructeur local de plongée en apnée. Ayla et Ellie étaient impatients, mais ils savaient qu'ils devaient d'abord se reposer. Ils se dirigèrent donc vers leur hôtel pour la nuit, bien que l'excitation de la journée à venir les empêchait presque de dormir. Le lendemain matin, Calais vint les chercher directement à leur hôtel pour les conduire à la plage. Sur place, il leur donna un petit briefing sur ce qu'ils allaient faire, et surtout sur les règles à suivre lorsqu'on nage avec des requins. La règle numéro 1 était simple mais primordiale. Ne jamais paniquer. Les requins sont des créatures très sensibles qui peuvent détecter la peur et le stress chez les nageurs. Après cette courte orientation, Ellie et Ayla, désormais équipés, montèrent dans un petit bateau avec Calais. Une fois arrivés à l'endroit prévu, ils plongèrent immédiatement dans les eaux profondes et furent accueillis par un spectacle hypnotisant. Le bleu intense de l'océan les entourait de toutes parts.
Calais leur rappela de rester vigilants, car des requins pourraient s'approcher à tout moment. Alors qu'ils nageaient ensemble, Ayla se sentit soudain nerveuse, mais Ellie, attentif à son amie, lui prit la main pour la réconforter. Il lui fit un signe de pouce levé pour lui signifier que tout allait bien, et elle répondit par un sourire, essayant de se détendre. Calais, qui nageait un peu plus en avant, leur fit signe que quelque chose approchait. Un requin était visible au loin, se dirigeant droit vers eux. Ellie, toujours aussi enthousiaste, nagea vers Ayla et lui tapota doucement le dos pour l'encourager, mais Ayla, elle ne pouvait s'empêcher de se demander de quel type de requin il s'agissait. L'angoisse montait en elle à mesure que le requin se rapprochait, et c'est à cet instant que Calais, qui avait du mal à identifier l'espèce, réalisa, à sa grande surprise, qu'il s'agissait d'un requin-tigre. Ce n'était pas le type de requin qu'ils avaient l'habitude de voir lors de ces sorties, et l'imposante taille de l'animal laissa Ayla totalement terrifiée. Calais se rapprocha rapidement d'Ayla pour tenter de la calmer, car le requin-tigre avait commencé à les encercler. Ellie, de son côté, restait relativement calme, car il savait que Calais était avec eux, mais il ignorait que même leur guide commençait à se sentir nerveux. Il n'était pas habituel pour lui de nager aussi près d'un requin-tigre, une créature bien plus imprévisible. Tout semblait sous contrôle jusqu'à ce que le requin décide de nager juste sous Ayla. Paniquée, elle ne put s'empêcher de réagir et sans le vouloir, elle donna un coup de pied dans le requin. L'animal, se sentant menacé, réagit immédiatement en mordant la jambe gauche d'Ayla. La scène qui suivit fut terrifiante. Ellie et Calais regardèrent avec horreur le requin-tigre mordre sauvagement la jambe d'Ayla, la secouant violemment dans l'eau dans une tentative de la déchiqueter. Ayla hurlait de douleur sous l'eau, incapable de se défendre. Calais s'approcha pour donner des coups dans le requin, tandis qu'Ellie essayait tant bien que mal de maintenir le corps d'Ayla et de la calmer. Le requin-tigre persistait, mordant toujours plus profondément alors que Calais utilisait toute sa force pour frapper le visage et les branchies de l'animal. À un moment crucial, Calais parvint à toucher l'œil du requin, ce qui fit reculer le prédateur, qui finit par s'éloigner à toute vitesse, perturbé par le coup. Sans perdre une seconde, ils tirèrent immédiatement Ayla hors de l'eau et la ramenèrent sur le petit bateau dans l'espoir de la sauver. Lorsqu'ils atteignirent enfin le rivage, Ayla perdit connaissance, épuisée par la douleur et la perte de sang. Elle fut rapidement transportée à l'hôpital, où elle reçut les soins nécessaires. Ayla survécut à l'attaque, mais elle dut passer un long moment à l'hôpital pour se remettre de ses blessures et réapprendre à marcher. Ce fut une expérience qui changea leur vie à jamais. Les gens éprouvent souvent une peur viscérale face à l'inconnu, et l'un des plus grands mystères que l'humanité n'a pas encore pleinement élucidé, c'est l'océan. Cette vaste étendue d'eau abrite une multitude de formes de vie anciennes, mais parmi toutes ces créatures, peu parviennent à inspirer autant de terreur que les requins. Les requins figurent parmi les plus anciens prédateurs des océans, survivant et régnant dans les profondeurs depuis des millions d'années. Ils sont restés presque inchangés au fil du temps. La violence d'un requin provoqué est une force de la nature à elle seule, et c'est précisément cette puissance que découvrirait Emma Ferguson lors de son terrible face-à-face avec un requin bulldog agacé dans ce qui aurait dû être un cadre tranquille, son aquarium local. Emma Ferguson, une jeune étudiante en ingénierie vivant à Columbus, dans l'Ohio, avait des projets ambitieux de changement d'université dès que son programme de pré-ingénierie serait terminé. Depuis son plus jeune âge, elle nourrissait un rêve. Devenir biologiste marine, cependant, des problèmes personnels avaient fini par briser ce rêve, la poussant à suivre une voie différente, celle que ses parents, avec toute leur sagesse, considéraient comme plus stable et prometteuse, l'ingénierie. Même si Emma réussissait ses cours sans difficulté, passant ses examens finaux avec aisance, elle ressentait un profond vide, une absence de passion qui la déstabilisait. Sans être populaire, elle jouissait d'un petit cercle d'amis. Un de ses amis les plus proches, Marco, travaillait dans un zoo situé à proximité de leur ville. C'était un emploi qui lui permettait d'avoir des privilèges uniques, notamment la possibilité d'emmener ses amis après la fermeture du zoo. Un soir, Marco invita Emma et une autre de leurs amies, May, à venir au zoo tard dans la nuit, car 2 nouvelles expositions étaient en cours d'installation dans l'aquarium du zoo, un immense bassin de requins et un enclos pour les phoques. Enthousiasmés par cette proposition excitante, Emma et May acceptèrent sans hésiter et ils se retrouvèrent tous les 3 au zoo la nuit suivante, impatients de vivre cette expérience hors du commun. En arrivant sur place, Emma et May furent immédiatement saisis par l'atmosphère étrange et légèrement inquiétante du zoo déserté. Il n'y avait absolument personne d'autre, à part les quelques employés travaillant sur les installations. Mais Marco, enjoué et rassurant, les apaisa rapidement. Plusieurs hommes s'affairaient encore autour des enclos, terminant les derniers ajustements, les animaux étant déjà en place dans leurs nouveaux habitats. Ils décidèrent de faire un tour dans le zoo, profitant du calme inhabituel pour observer les animaux dans la tranquillité nocturne. Cependant, à leur grande déception,
Les animaux qu'il préférait étaient déjà endormis. En revanche, les créatures nocturnes, plus actives, se promenaient librement dans leurs enclos, offrant un spectacle fascinant. Après environ 1 heure de promenade, le trio retourna finalement vers la nouvelle exposition, et ils furent émerveillés par l'énorme bassin qui abritait les requins, ainsi que par la mignonnerie des phoques, qui, malgré leur apparence charmante, semblaient quelque peu stressés par leur récent transfert. Emma et May s'approchèrent des phoques pour observer leur petit corps dodu et maladroit, tandis que Marco, quant à lui, ne pouvait détacher son regard des requins. Pendant que les filles s'attardaient près de l'enclos des phoques, Marco, visiblement captivé, grimpa sur une petite plateforme située juste à côté du bassin des requins. Ce bassin était couvert d'un couvercle en plastique relativement léger, sans doute pour permettre aux soigneurs d'accéder facilement à l'eau lors des nourrissages. Bien que Marco ait un poste de soigneur aux eaux, il était encore nouveau dans ce rôle, n'ayant été employé que depuis quelques mois, principalement dans les enclos des reptiles. Malgré son manque d'expérience avec les requins, il ne put s'empêcher d'ouvrir une section du couvercle pour se pencher au-dessus de l'eau. Lorsque May le réprimanda pour cette décision imprudente, il les encouragea à le rejoindre pour voir de plus près. May refusa catégoriquement, consciente des risques, mais Emma, poussée par la curiosité, décida de monter à son tour sur la plateforme malgré les avertissements de son ami. Elle et Marco chuchotèrent entre eux, commentant la beauté et l'élégance de ces créatures qui semblaient si proches et pourtant si inaccessibles. Lentement, presque sans s'en rendre compte, Emma tendit la main vers l'eau. Dès que ses doigts effleurèrent l'eau, elle fut surprise par le froid intense qui s'en dégageait. Il y en avait trois énormes requins bulldogs qui patrouillaient les eaux. Les yeux remplis de larmes, Emma se tourna vers Marco et, la voix tremblante, elle lui avoua qu'elle regrettait profondément de ne pas avoir suivi son rêve initial de devenir biologiste marine. Au lieu de cela, elle se sentait piégée dans des études qui ne lui apportaient aucun épanouissement. Lorsque les deux amis se retournèrent pour regarder à nouveau le bassin, Emma retira brusquement sa main de l'eau. Ce mouvement soudain provoqua une réaction instantanée de l'un des requins qui se propulsa avec une rapidité fulgurante vers le bras d'Emma. Avant même qu'elle puisse réagir, le requin referma ses puissantes mâchoires sur son avant-bras, tirant violemment Emma vers le sol juste au-dessus de l'eau. Marco, pris de panique, la saisit fermement et tenta de la maintenir hors de l'eau, luttant contre la force incroyable du requin qui tirait avec acharnement. Les cris d'Emma résonnent dans l'aquarium déchirant. Habituellement, les requins relâchent leur prise après une première morsure, mais ces requins étaient stressés et affamés. Sous la pression des dents du requin, la peau de son avant-bras se déchira complètement, laissant ses tendons à vif. Emma hurla de toutes ses forces, mais la douleur et le choc furent si intenses qu'elle perdit rapidement connaissance. Marco parvint finalement à la tirer loin du bassin, le cœur battant à tout rompre, tandis que la vue du bras déchiqueté d'Emma le fit vomir. Des lambeaux de chair pendaient encore de son bras et le sang coulait abondamment. Marco cria à May d'appeler immédiatement une ambulance, tandis qu'il tentait désespérément de contenir l'hémorragie en pressant la partie encore intacte de son bras. Heureusement, l'ambulance, appelée rapidement par May, arriva en un temps record, les secouristes se précipitant à travers les couloirs du zoo désert. Étant situé dans une zone urbaine, le zoo bénéficiait d'une réponse d'urgence rapide, ce qui se révéla être la seule raison pour laquelle Emma survécut à cet incident. Elle commençait à sombrer dans le choc et la rapidité des secours fut cruciale pour éviter une issue fatale. Les secouristes transportèrent Emma jusqu'à l'ambulance. Dans un élan de colère, mêlé de désespoir, May gifla Marco, l'accusant de ne pas avoir su empêcher cette situation catastrophique. Ils restèrent là, immobilisés par l'angoisse et l'incertitude. À l'hôpital, Emma fut placée en soins intensifs pour stabiliser son état. Elle passa une semaine sous surveillance médicale avec des médecins tentant de réparer les dégâts causés par la morsure du requin. Les médecins indiquèrent qu'elle aurait besoin de greffe de peau pour réparer les tissus endommagés. Malgré les efforts des médecins pour soigner ses blessures physiques, les cicatrices psychologiques restèrent bien plus profondes. Quant à Marco, la culpabilité le rongeait. Il perdit son emploi au zoo et décida de quitter l'université, écrasé par la dépression qui s'était abattue sur lui après l'incident. Même si Emma lui pardonna, le lien entre eux fut irrémédiablement brisé.